Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro de version croisée, ce numéro consacré essentiellement à ce discours de plus ou moins 11 minutes tenu par le chef de l'État très récemment en week-end. C'était à Mbuji-Mayi lors du jubilé d'argent d'un évêque, Monseigneur Emmanuel Kassanda. Dans son discours, le chef de l'État a semblé remettre en question la position de l'Église catholique, mais également, il a dit qu'il va s'attaquer sans hésitation à toute personne dont les activités mettraient en péril l'unité, voire l'intégrité nationale. On en parle avec deux co-débatteurs, un du parti de Matata Ponyo et l'autre de Vital Kamerhe. Je commence avec vous. Faustin Chimanga, communicateur au sein du LGD de Matata Ponyo. Bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup de nous avoir invités. C'est un plaisir de revenir encore une fois sur votre plateau. Merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, en face de vous, Chideric Ndossa, il me dit qu'il est au cadre à la FDC. J'espère que ce sera... à l'UNC. Et puis, sorry, excusez-moi, à l'UNC, je devais dire. Au cadre à l'UNC, plutôt de Vital Kamerhe, je l'avais dit déjà. Merci également à vous d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup pour l'honneur. Voilà, alors, vous avez tous pris connaissance de ce sujet, tant important en tout cas, qui fait la une de tous les journaux, papier, télévisés. Félix Tshisekedi s'érige maintenant en dictateur, entre guillemets, ça se dit chez certaines personnes. Je commence avec vous. Quand il dit que l'Église doit absolument, dans son discours, il a dit, doit absolument ou est obligé de marcher avec le pouvoir en place. Et il dit que la place de l'Église, c'est d'être au milieu du village. Ma question est celle de savoir, l'Église est-elle aux côtés du peuple, oui ou non, à l'heure actuelle? Bon, merci d'abord pour la question, mais permettez-moi avant de répondre à cette question parce que j'ai une préoccupation que je vais personnellement m'adresser au Monsieur le Président de la République. La fois dernière, j'ai été votre invité, comme vous le savez. Je vous avais parlé de la situation qui est au coma dans ma province, particulièrement dans la ville de Kenge où il y a des érosions. Dans la province du Kwango, oui, dans la province du, voilà, les chefs-lieux de la province du Kwango, où il y a des érosions qui poussent déjà au centre de la ville. C'est là où je suis en train de voir l'indifférence. Mais il ne pleut plus. Elles viennent d'où ces érosions? Elles sont vieilles, c'est ça? Bon, ça vieillit, mais ça pousse à chaque fois quand il y a... Bon, ce sont des cas de force majeure. Mais nous savons que le gouvernement, via l'entremise du ministère des ITPR, c'est l'organe compétent qui peut mettre une soupape de sécurité pour que ces érosions ne puissent pas pousser. C'est là où je suis en train d'interpeller M. le Président de la République et de s'impliquer personnellement. C'est aussi une occasion d'inviter M. le Président de la République de faire une descente dans ma province du Kwango parce qu'aujourd'hui, la province du Kwango, particulièrement la ville de Kenge, souffre d'un sérieux problème des hôpitaux, un sérieux problème du courant. C'est une ville qui est presque à la porte de la ville de Kinshasa, qui vit dans la noirceur. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas du courant, il n'y a pas des hôpitaux. Et cette population de la ville de Kenge, de la province du Congo, souffre. C'est pourquoi j'en appelle au président de la République. Mais aussi une question que je voudrais, dans le cadre de cette émission, poser au ministre des Transports. Parce que je veux vous informer que le bis Transco, la province du Congo, a des bis, mais la question que je suis en train de me poser, les bis qui se trouvent aujourd'hui dans la ville de Kenge, c'est envoyé pour la population de Kenge, c'est le ministère des Transports qui s'occupe de ces bis-là, ou c'est l'enfant de Mbosso qui s'occupe de ces bis-là? Ou c'est lui qui a mené ces... La question veut se poser parce que c'est lui qui veut s'approprier de ces bis-là. Au Congo, on sait très bien qu'il y a beaucoup de notables qui sont représentés au sein des institutions publiques, même des entreprises. Je ne vais pas citer ici Mbosso Kodia, que vous avez repris justement, qui a fait même déchoir je dirais un directeur d'une entreprise publique juste à cause d'un problème d'électricité dans le Congo. Ce dossier-là a été géré avec beaucoup de précipitation, beaucoup de précocité. Moi, je pense que les chefs de l'État doivent éviter à se fier au nom que tu viens de me citer. Ce sont les mêmes gens qui ont chanté pour Shadari. Shadari n'a pas été voté dans le Congo. Et il a été abattu à plate couture à l'époque par Fayou le sang, on doit le dire. Monsieur le Président de la République doit vraiment se fier parce qu'aujourd'hui, la province du Congo, et je ne pense pas, avec la Lirouvo, les choses, si ces gens-là qui viennent de citer ici, les Mbosso sont encore les chefs d'État ne seront pas votés dans la province du Congo. C'est là où j'en appelle au Président de la République d'être prudent, de ne pas se fier à tous ceux qui disent Fachi béton, alors que sur le terrain, dans la province du Congo, ces gens-là font absolument rien.
Parce que Mbosso s'est fait que s'acheter des parcelles, des maisons, Merci. au lieu de s'occuper de la population qui souffre des problèmes que je viens de citer, il est indifférent. Voilà, et le chef d'État doit être prudent avec ce genre de gens qui font les manière de faire... Fachi Béton, les chefs d'État risquent de regretter avec de tels gens demain aux élections 2023. C'est plus ou moins 3 minutes prises justement pour faire votre entrée de jeu. Alors, répondez à ma question. L'Église est-elle aux côtés du peuple, oui ou non, à l'heure actuelle? Quand par exemple l'Église, je prends le cardinal qui a décrié le social du Congolais qui ne fait que se dégrader quand il demande au pouvoir en place de mettre en place toutes les mesures sûres pour assurer un processus électoral crédible et transparent. Je voudrais ici répondre, parce que la fois dernière, j'étais ici dans votre émission, je vous ai dit que le mandat du chef de l'État a été chamboulé. Permettez-moi de vous le dire. Chamboulé, pourquoi? Parce que le chef de l'État, il arrive au pouvoir, d'ailleurs avec l'ancien régime de M. Kabila, qui est parti le sénateur à vie, qui vit à Kingakati, il a été chamboulé, permettez-moi de vous le dire ainsi. Par le Covid-19? Non, non. Par quoi? Non, mais il barricadait avec l'ancien régime. Et aussi, les cas de force majeure, c'était Covid-19. Mais écoutez-moi... Et ça, c'est le chef d'État qui a fait appel à ce Covid-19. Lorsque le chef de l'État dit que l'Église doit être au milieu du village, moi, je ne pense pas que le discours du chef de l'État créerait un crime de lèse-majesté. Mais ça, c'est où justement? On est en mais train de rechercher le milieu du village, c'est où exactement? Lorsqu'il convie l'Église catholique d'être au centre, au milieu du village, ça voudrait tout simplement dire s'occuper des problèmes de l'Église, mais laisser la politique aux politiciens. Et l'Église catholique ne peut pas avoir des tendances partisanes. Nous sentons la partisanerie. Vous en avez les preuves. Non, non, mais donnez-moi une seule preuve. Nous sommes intellectuels. Oui. Nous sentons la partisanerie dans les chefs même du cardinal Ambongo. En quoi faisant? Il a fait quoi qui vous prouve cela? Écoutez, le chef de l'État, c'est lui le président de la République. Lorsqu'il dit qu'il ne va pas ménager avec quiconque mettrait en péril l'intégrité. Ça, c'est une autre paire de manches quand il parle de l'intégrité. Il visait les individus peut-être. Non, il ne vise pas des individus. Même l'Église aussi, il visait l'Église également. Mais l'Église, c'est qui? L'Église, c'est le Congo. Qui est le chef de la République démocratique du Congo? Ce n'est pas Félix Tshisekedi. Lorsqu'il dit qu'il ne va pas ménager, moi je ne trouve pas un crime de lèse-majesté là-dessus. Lorsque le chef de l'État le dit. Ici, personne n'est au-dessus de la loi. C'est lui qui va compromettre les dispositions des lois qui régissent le fonctionnement de la République. Écoutez, c'est lui le président de la République. Merci. Il mettra l'épée Damoclès à quiconque voudra, n'est-ce pas, aller ultra petita. Moi, je ne pense pas, le chef d'État n'a pas tenu un discours séparatiste, n'a pas tenu un discours de séparité. Mais il a été clair. Parce qu'on ne peut pas se permettre, la démocratie ne voudrait pas dire se permettre à tout. Il y a des bornes dans la démocratie. On estime, Cédric l'a dit également, que l'Église est devenue partisane. Non, très partisane. Moi j'essaie de donner des preuves, hein, j'essaie de mettre un peu de l'eau dans son moulin. Lorsque toute une conférence épiscopale se rend notamment à la maison de Moïse Katumbi, pour eux, ça pourrait être une sorte de partisanerie. Vous savez, il ne faudrait pas que tout au long d'un quinquennat, on puisse trouver des faux fuyants. On nous dit que l'église doit être au milieu du village. Est-ce que le village est au milieu de l'église? C'est ça la question. Ah, c'est ça, c'est philosophique, ça. Voilà, il faudrait que d'abord que les villages soient au milieu de l'église pour que l'église puisse être vraiment au milieu du village. Vous comprenez là qu'il ne faudrait pas trouver des faux fuyants. Les villages, c'est qui? Mais les villages, c'est les peuples. Les villages, c'est le Congo. Est-ce que le Congo est au milieu de l'église avant qu'on s'interroge sur la position de l'église? Il faudrait que le Congo puisse être au milieu de l'église pour que l'Église puisse être en mesure de pouvoir réguler. Et vous savez, on ne va pas revenir dans l'histoire. À l'époque de Socrate et les autres, il y avait la gestion de l'État ou la gestion du village par l'Église. C'est tout au long de l'histoire qu'on a trouvé qu'il faille séparer la gestion de l'État avec l'histoire des églises. Donc il y a les princes d'église et les princes publics. Donc vous comprenez là, les princes laïcs notamment. Vous comprenez que tous ces milieux-là permettent à ce qu'il y ait un développement. Et ce développement-là dénote un certain niveau de leadership. Pour revenir au propos du président de la République, et je l'ai appelé président de la République parce que moi je préfère les prendre sur cette casquette-là. Parce que je considère qu'en ce moment, la République est en danger. Ça veut dire que la cohésion
national est en danger, la forme d'organisation de l'État est en danger, même la capacité de vivre ensemble est en danger. Donc il a raison justement de décrire ou de condamner cette dérive au sein de l'Église. Je ne dirais pas qu'il a raison. Oui. En chef de l'État, les propos qu'il a tenus pour nous, c'est des propos incendiaires. Pourquoi? Parce que quand vous dites que l'Église doit être au milieu du village, est-ce qu'aujourd'hui, il a oublié les rôles que l'Église a joués, même dans son avènement au pouvoir? On fait mine d'ignorer l'histoire. Il ne faut pas très vite oublier l'histoire parce qu'on se retrouve aujourd'hui dans la jouissance. Il faut quand même vous rappeler que l'Église a joué un rôle pour la stabilité de la RDC. S'il n'y avait pas l'Église dans ces pays, c'est-à-dire l'Église dans son grand ensemble, et je pense que la fibre de la République allait disparaître parce que l'Église, justement, a permis à ce que l'État congolais puisse rester uni. Alors, on n'ignore pas. Ce que je peux comprendre, moi, en lisant entre les lignes dans le propos de Tshisekedi, quand l'Église, par exemple, dit que les Mobondo, tout ça, Kwamout, il y a des tireurs de ficelles, les politiques qui sont derrière, d'après lui, l'Église est tout le temps là en train de tenir des discours qui ne rassemblent pas, qui ne fait que diviser les Congolais. Là où on l'attend le plus, elle n'est pas là. Mais l'Église, c'est une institution. Oui. Le président de la République, je le prends ce soir dans votre émission, sous cette casquette-là. Il est censé pouvoir être le garant du bon fonctionnement des institutions et aussi le garant de la paix sociale. Raison pour laquelle il met en garde. Mais voilà, mais il était en chef de guerre et on aurait bien voulu qu'il puisse avoir cette posture-là en étant à Goma. Il est rentré chez lui. Parce que le discours du président, pour mieux le comprendre, il faut voir aussi les lieux sur lesquels il nous parle aux Congolais. Il a parlé, il était dans son fief. C'est comme un acteur qui se rend compte qu'il est à mal de positionnement, il fait un repli sur la base où il considère que là, au moins, il y a ses frères et sœurs de sang et politique. Là où il y a une opinion beaucoup plus acquise à sa cause, il vient pour se présenter comme étant un chef de guerre. Et pourtant, on a remarqué que il n'arrive pas à tenir l'Est de la République, il n'arrive pas à établir la paix. Il fait mine d'être chef de guerre. Au lieu de menacer les Congolais, il faut aller menacer le M23. Il ne faudrait pas menacer les Congolais. Il dit que la menace est extérieure, mais la menace est également à l'intérieur. Mais à l'intérieur, on règle ces problèmes-là en organisant les bonnes élections. On règle ces problèmes-là en gérant la République de la plus bonne des manières. Ça veut dire mais en tant que garant de bon fonctionnement des institutions, il peut quand même parler ainsi. Est-ce que sa politique garantit le fonctionnement des bonnes institutions? C'est là où il y a la question. Est-ce que sa politique appliquée arrive à produire des résultats qui permettent à ce que la République puisse être assise? Non. Et c'est justement, s'il n'arrive pas, avec sa politique mise en place, à retrouver des résultats, il ne faudrait pas qu'il puisse se cacher derrière les faux fuyants pour dire que c'est l'Église. Il est responsable de la situation actuelle du Congo en tant que président de la République. Il devrait arrêter de pouvoir avoir des faux fuyants. Nous parlons franchement aujourd'hui parce que le problème du Congo, s'énerver comme il s'est énervé là, ne suffit plus. Il était énervé, vous pensez? Ah, mais oui, effectivement. Resuivez la vidéo, vous allez vous rendre compte. Je l'ai suivi ce matin. Il y a eu l'énervement. Et s'énerver ne suffit plus. Il faut traiter les problèmes du Congo dans les fonds. Et dans les fonds, cela est possible que par le leadership et la gouvernance de qualité. Chédric Ndossa, Tshisekedi a parlé comme un chef de guerre, je l'ai vu, avec le micro en perche devant lui. Il parle sans texte. Et il dit « Je m'attaquerai sans hésitation, sans remords ». Ça m'a fait penser à Mouzé Laurent Désiré Kabila Lubumbashi lorsqu'il haranguait encore les foules. Alors, il a attendu être dans le Kasaï lors du jubilé d'argent d'un évêque qui est aussi du Kasaï, excusez-moi, je ne suis pas tribaliste, et pour dire que je m'attaquerai à la dérive qui est en train de se former au sein de l'Église. Est-ce que ce n'est pas le chef d'État qui veut encore diviser l'Église catholique? Moi, je pense qu'ici, il faut ressasser l'histoire. Oui. Vous allez vous rendre compte que le président de la République, c'était à l'est de la République qu'il a eu. Il a tenu ce genre de discours? Non, permettez-moi, je reviens. À l'époque, qu'il est prêt à laisser sa tête pour la paix. Vous voyez, à l'est de la République démocratique du Congo. Je pense qu'on doit avoir une bonne mémoire. Le chef d'État en a déjà tenu ce genre de propos. Mais dire que le chef d'État, comme si c'est quelqu'un qui avait peur. Le président de la République ne peut pas avoir peur. Il était en colère, il a dit. Non, il était en colère. Écoutez, comment on peut détecter qu'il était en colère? Comment détecter qu'il était en colère? C'est possible, il faut juste voir comment il parlait. Non, ça c'est une interprétation de tous ces opposants mal de positionnement qui veulent à tout moment faire des interprétations, faire des commentaires
autour du discours du président de la République. Ce n'est pas que les chefs de l'État se sentaient à l'aise de les dire. Il s'est senti apparemment à l'aise parce qu'il parlait de notre province. Laissez-moi parler. C'est comme si le président de la République se sentait à l'aise parce qu'il est au Kasaï. Visiblement. Non, il reste président de la République de tous les Congos. Même s'il s'est retrouvé à l'Est, dans les Bandundu, dans les Congo central, parce qu'il s'agit d'un problème qui concerne la République démocratique du Congo. Les chefs d'État n'ont pas de limite pour s'exprimer. Il a menacé personne. Il a parlé de l'intégrité nationale. Et écoutez, ce genre d'interprétation revient à tous ceux qui, en mal de positionnement, cherchent comment faire des commentaires pour tout simplement détruire l'image du président de la République. Moi, je pense que les chefs d'État étaient très à l'aise. Ils n'étaient pas en colère. C'était une admonestation. Vous comprenez? C'était une mise en garde, une admonestation que le président de la République lançait contre quiconque. On a besoin de ça dans un état de droit. On sait que les lois, tout ce que nous connaissons comme règles existent. Cela va de soi, non? Mais lorsque le président de la République dit qu'il ne va pas aménager, mais il ne parle pas de lui, il y a des lois de la République. Non, mais il parlait comme si c'était lui la loi. Non. Il faut avoir l'habitude d'analyser la communication politique. Alors, interprétez-moi ça, s'il vous plaît. Mais lorsque le chef d'État vous dit qu'il ne va pas aménager, ça voudrait tout simplement dire que les lois de la République seront sévères contre quiconque va aller à l'encontre des lois de la République. Sévère selon que lui veut ou selon que la loi doit être sévère? Selon la position de la loi, c'est lui le magistrat suprême. Lorsqu'il vous parle qu'il ne va pas aménager, mais il parle des lois de la République qui doivent être sévères contre quiconque mettrait en péril l'intégrité nationale. Il faut faire une interprétation politique dans les discours du chef de l'État. Les gens sont restés plus philosophiques, plus sociologiques en interprétant la communication du président de la République. Le chef de l'État ne dit pas qu'il va lui-même se comporter à un tyran pour bastonner quiconque mettrait en péril l'intégrité nationale. Mais il vous parle des lois, il faut interpréter la communication du chef de l'État. C'est ça l'importance d'être des fois juriste et politologue. Alors, il faut interpréter la communication du chef de l'État. Le chef vous dit qu'il ne va pas ménager contre quiconque. Ça veut dire que les lois de la République seront sévères contre quiconque mettrait en péril l'intégrité nationale. C'est ça l'interprétation de la communication du chef de l'État. Même contre le chef de l'État, lui-même n'est pas épargné par la loi. Mais si le chef de l'État vous dit qu'il est épargné. Alors, la République démocratique du Congo est régie par une constitution, par les lois de la République. Mais si le chef de l'État... Il est en dessous de la loi aussi, de la constitution. Je me dis, personne n'est au-dessus de la loi, même le président de la République. Quand vous lisez la constitution, il est justiciable devant la Cour constitutionnelle. C'est régulé. Justiciable devant la Cour constitutionnelle en cas des infractions qui reviennent dans les articles 153, 154, 156 de la Constitution. Il ne dit pas qu'il est au-delà. Il faut interpréter la communication du chef de l'État. Interprétez-moi ça. Interprétez-nous un peu ça, s'il vous plaît. Vous avez la parole encore. Vous avez la parole. Oui. Je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, sans des mots très forts, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Il ajoute en disant... Peu importe ce qu'on en dira. J'aurais aimé entendre Kabila dire ça peut-être. Il avait dit aussi, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en démordrai pas. Il a des mots toujours. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est une excuse? Il veut nous dire que quand on a perquisitionné... Je fais une interprétation politique et juridique ici. Rapidement. Une interprétation hybride. Lorsque le chef de l'État vous dit qu'il ne va pas aménager, ça veut dire tout simplement que les lois de la République... Parce qu'ici, dans ces pays, les gens pensent qu'on est opposant, on est exempté aux poursuites judiciaires. Lorsque vous êtes opposant, vous êtes congolais, vous n'êtes pas extra-congolais, vous commettez un délit, les lois de la République seront là pour vous encercler. Là, les chefs de l'État exemptent personne. C'est une communication. Il faut interpréter la communication du chef de l'État. Le chef de l'État dit qu'il va... Ça veut dire que les lois de la République seront sévères contre quiconque, quel que soit ton statut. Lorsque tu vas au-delà de ce que la loi prévoit, mais la justice mettra les mains. Ce n'est pas que les chefs d'État vont envoyer les militaires pour venir vous arrêter. Ce n'est pas que les chefs d'État vont envoyer des brigands pour vous chercher ou vous tuer. Non. Il faut interpréter la communication du chef d'État. Il parle des lois de la République. Ne restons pas sociologiques ou philosophiques pour interpréter la communication du président de la République. Le chef de l'État a des informations que peut-être vous et moi n'avons pas. Permettez-moi, je ne vous coupe pas l'herbe sous les pieds. Vous m'avez coupé l'herbe sous les pieds. Le chef de l'État, c'est lui qui gère la République. Il a les services de sécurité. À part l'ANER, il y a les SNIR, il y a d'autres services que je ne vais pas citer ici. Qui donne des informations. C'est lui le maître. C'est lui qui doit rappeler tout le monde au Congo.
Avant de dormir, il doit voir la situation générale de la République. Merci. Lorsqu'il est en possession d'une information qui va à l'encontre des institutions de la République. Mais il ne va pas ménager. Lorsqu'il dit qu'il ne va pas ménager, ça voudrait dire que les lois de la République seront sévères contre quiconque. Parce que les gens pensent qu'on est opposant dans ces pays. Lorsque vous commettez un délit, on ne peut pas vous arrêter. Vous allez voir les gens, non, a commis dictateur, opposant, non. Mais vous êtes Congolais. Vous devez répondre lorsque vous allez au-delà de vous empiéter aux règles juridiques. Merci, Chidéric Ndossa. Alors, donc, le chef de l'État, il est le mieux informé. À tout moment, il peut recevoir un texto, il fait des réunions en privé, des réunions de conseil de sécurité. Lorsqu'il a les informations qui lui remontent, selon lesquelles il y aurait des Congolais, politiques ou non, qui seraient des mèches avec les gens extérieurs, nos ennemis par exemple, il a le droit de hausser le ton pour leur montrer que voilà, trop c'est trop. Mais vous savez, en tant que président de la République, il doit pouvoir gérer avec efficience ce qui concerne la sécurité de la République. Point de besoin de faire semblant, de ne pas avoir compris le sens des mots et des termes employés par le président de la République. Aujourd'hui, ça fait les buzz et ça crée des tollés parce que justement, nous pouvons lire là qu'il y a une certaine volonté d'avoir une dérive totalitaire. Vous comprenez que les mots ont une signification, en politique notamment, puisqu'on voudrait faire croire aux Congolais qu'il faudrait analyser et ne pas s'arrêter sur la philosophie. Et même la politique a sa philosophie. C'est comme ça qu'on parle de la philosophie politique. Prenez besoin de vous rappeler quelques cours de droit aussi, parce qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de devenir les autodidactes en droit, parce que la République, justement, est en danger. Est-ce que les lois qu'on prétend avoir utilisées sous couvert d'un discours qu'on nous dit sur le plateau qui serait politique, on le respecte? Non. Les lois de la République, aujourd'hui, ne sont pas respectées. Dans ce quinquennat, on a déjà violé plus de 20 fois la Constitution de la République. Vous comprenez? Et la Constitution est connue aujourd'hui comme les crimes contre l'humanité qui sont commises à l'Est. C'est de la même façon qu'on viole la Constitution. Puisque la violation de la Constitution n'est pas punie, c'est comme ça qu'on n'arrive pas à mettre ça en avant. Le président de la République, en tenant ses propos, suivez très bien. Il dit qu'il ne va pas à mordre sans remords, si vous vous rappelez aux électeurs. Justement, je n'en démordrai pas, je le ferai sans remords. Mais il a ajouté quand même, il a dit, je n'ai aucune notion à recevoir de qui que ce soit, moi, je suis démocrate. Donc, il le fait en tant que démocrate. Mais en fait, vous savez, les notions élémentaires de la modestie voudraient que même si vous êtes un expert dans un domaine, que vous puissiez considérer qu'il y a des personnes qui sont venues avant vous. C'est comme ça qu'on parle de monter sur les épaules de grands. Vous comprenez? Il faut mettre l'eau dans son vin quand il s'agit de traiter les questions comme celle-là dans les temps où nous sommes. Dire qu'il ne va pas avoir des leçons de personne, il y a des Congolais brillants dans ce pays qui ont travaillé, qui ont de l'expérience. Si le président de la République dit qu'il n'a aucune leçon à recevoir de personne, ça veut dire qu'il ne peut pas écouter quelqu'un. Vous comprenez? C'est dangereux pour la République. Aujourd'hui, il ne faudrait pas que quand on monte au créneau pour rappeler que la République est en danger, qu'on puisse nous dire que parce que nous sommes des opposants. Justement, moi je ne dirais même pas que nous nous opposons à quoi? Nous nous opposons à la mauvaise gouvernance, nous nous opposons au manque du leadership. C'est ça l'opposition que nous sommes en train de faire. Nous ne faisons pas une opposition à l'ancienne où on crie sous les arbres. Mais écoutez, ce mariage qu'il y a maintenant entre notamment Moïse Katumbi avec l'église catholique voilà, qui marche comme des amoureux là, est-ce normal en tout cas en politique? Je suis membre du LGD, oui. Je ne peux pas. Vous allez inviter un membre du Ensemble pour la République. Mais c'est justement, c'est pour ça qu'il demande à l'église d'être au milieu du village. Mais en fait, je disais tout à l'heure, mais est-ce que ce village-là est au milieu de l'église? Avant de demander que l'église soit au milieu, les personnes qui partent à l'église, c'est des Congolais. Ça veut dire que chaque dimanche, les Congolais, dans la grande majorité, sont chrétiennes. L'église catholique, c'est parmi les institutions qui ont une mission d'observation la plus fournie en termes de personnel. Vous comprenez? Aux dernières élections, c'est celle qui a pu pouvoir surveiller les élections. Vous comprenez qu'il ne faudrait pas aujourd'hui, puisqu'on se retrouve coincé sur les termes de gouvernance, qu'on puisse trouver des faux fiants. C'est la gouvernance qui faille. Quand Tshisekedi dit que je n'en démordrai pas, ça ne vous fait pas peur, notamment l'affaire Matata Ponyo qui a ressurgi
comme ça, ex nihilo, à faire penser et avoir oublié maintenant. Donc avec ce propos, il dit qu'on peut priver la liberté à quelqu'un. Vous, ça vous fait quoi? Mais vous savez, c'est lui qui donne le pouvoir au chef de l'État de nous représenter en tant que Congolais, c'est le peuple. C'est lui qui donne les pouvoirs au président de la République pour nous représenter, c'est les peuples. Et les peuples, on le parle. Et comme aujourd'hui, Matata Ponyo parle au peuple, parce que Matata Ponyo est avec le peuple. Et Matata Ponyo va parler au peuple. Et ce peuple-là va réagir dans l'urne le 20 décembre. Et il va faire comprendre que nous avons voté quelqu'un sous l'illusion du peuple d'abord. Aujourd'hui, on se retrouve, le peuple est déboussolé. Et c'est comme ça que le peuple va, de la même façon qu'il avait accordé, j'allais dire, la possibilité de parler à son nom, il va lui retirer cette possibilité-là en décembre 2023 par les urnes. Vous comprenez? C'est comme ça que nous, oui, LGD, nous demandons à ce que nous, on puisse laisser tous les candidats présidents de la République se présenter aux élections. Ne pas utiliser des mesures fallacieuses et malicieuses pour pouvoir barrer la route à un candidat, notamment. Oui. Et puis, pour information, si vous le savez peut-être, le parti politique de Katbound n'est pas repris sur la liste des 900, plus ou moins 900 partis publiés par la CENI. Peut-être, M. Ndossa va répondre à cette question. Alors, qui intimide ou qui menace le chef de l'État? Il est intimidé par des gens pour qu'ils réagissent comme ça? Personne ne peut intimider le président de la République. Ah, oui, il a dit « je ne reculerai pas face aux menaces ». Écoutez, je voudrais ici... en tout cas, permettez-moi, ça devient une redondance, d'interpréter les discours du chef de l'État. C'est mal interprété. Vous voyez, lorsqu'on a été 18 ans et qu'on a échoué, on doit éviter à un certain moment de vouloir à tout prix de venir donner des leçons. Et ces pays ici, la République démocratique du Congo, pendant 18 ans derrière, était dans un état de coma. Et Félix Tshisekedi vient, il a été aussi chamboulé, permettez-moi de vous le dire, par sa gestion parce qu'il faisait jonction avec l'ancien régime. Mais l'ancien régime n'a pas détourné. On n'a pas vu un seul membre de l'ancien régime détourner. Écoutez, les détourneurs, on sait de quel côté on le trouve. Qui a détourné dans ces pays? Ah, vous voulez que je cite tous les noms? Citez les noms, je vais faire des démonstrations. Il peut vous aider à citer les noms. Moi, je suis journaliste. Voilà. Qui a détourné? Ah ben, on va commencer, on va citer Teni Longondo, on va citer tous ceux qui sont à l'Union Sacrée, on va citer l'ancien ministre de l'EPST, on citera Vital Kamere, on citera celui qui était à la tête de jeu de la francophonie. La liste est longue. Dans ces pays... Chile Gelou, projet Zéro Trou, voilà, l'argent dilapidé partout. Nous sommes encerclés par les lois de la République. Lorsque vous êtes par exemple, par mégarde, cité dans un dossier judiciaire, vous êtes... permettez-moi de le dire, vous bénéficiez d'une présomption d'innocence. C'est la justice qui détermine, après un jugement, que tel a volé ou tel n'a pas volé. Mais lorsqu'on estime qu'après avoir enquêté sur un dossier, parce que vous citez Vital Kamere, je dois vous le dire, ce dossier était un dossier vide, un dossier béant, et il est aujourd'hui lavé, et comme de l'eau dans un verre. Il y a une question simple, où est parti l'argent alors? Non, mais il n'a jamais détourné. Qui a détourné? Mais écoutez, ce dossier est un dossier vide. Mais ceux qui ont saisi la justice n'ont pas mené les éléments suffisants pour coller à Vital Kamere cette affaire. Il a été acquitté, il est libre, il ne vole pas. Il a été président de l'Assemblée nationale, vous le savez, dans ces pays. Hein? Sa gestion n'était pas émaillée de la kleptocratie. C'est parce qu'il devient aujourd'hui directeur des cabinets chef d'État qu'on peut lui coller. Non, non. C'est là où je dis qu'on doit éviter à interpréter mal les discours du chef de l'État. Le chef de l'État n'a pas menacé des gens. Ceux qui se sentent culpabilisés, on perd. Parce que vous avez cité le dossier de Matata ici. En d'autres termes, on pourrait dire que toutes les perquisitions auxquelles nous avons assisté, c'est de la volonté du chef de l'État. Non, non. Puisqu'il a dit, mais peu importe ce qu'on dira. Donc là, vous ne citez pas la justice, vous parlez du président de la République. Nous sommes dans un pays régulé par une constitution et par les lois qui accompagnent la constitution. Voyez. C'est le procureur qui devait alors tenir un tel discours, pas le chef de l'État. Mais le chef de l'État, c'est lui, en latin on l'appelle les principes. C'est lui le garant des bons fonctionnements des institutions. Pendant la campagne, tous ces gens qui entourent le chef de l'État ne seront pas là. Il est redevable seul devant le peuple. Tous ceux qui l'entourent, qui disent béton, béton, ils ne seront pas là. Il prend maintenant les choses en main. Il dit, je serai seul devant le peuple et je dois être vigilant pour le fonctionnement de la République. Et il ne va pas ménager. Là, c'est clair. On doit éviter d'interpréter philosophiquement
sociologiquement la communication du chef de l'État. Il a menacé qui? Lorsqu'on voit l'Église à tout moment en train de répondre, les chefs d'État parlent, vous voyez l'Église, vous sentez qu'il y a partisanerie, alors que l'Église devait être au milieu du village. Mais on sent qu'il y a des tendances. Le village n'est pas au milieu de l'Église. Non, non, mais l'Église a des tendances. L'Église a des tendances. Lesquelles? Mais lorsque l'Église est à tout moment avec Atumbi, ça, c'est pas la tendance. Mais on doit être clair là-dessus. Ok. Alors pourquoi est-ce que si ce n'est pas de la dérive dictatoriale, pourquoi est-ce que le parti politique de Kabound n'est pas repris sur la liste des partis publiés? C'est une question, question technique. Oui. Il faut se référer à la CENI. La CENI a un Pourquoi c'est seulement le parti de Kabound? Non, non, mais je dis, je ne travaille pas à la CENI. La CENI a une équipe de la communication. Vous êtes journaliste d'investigation d'une grande réputation. Vous pouvez descendre à la CENI, poser la question à la CENI. La CENI va vous fournir. Je ne suis pas membre de la CENI. Moi, je pense que nous avons constaté avec vous, et le parti de Kabound doit faire tout simplement les recours devant la CENI, et la CENI aura des éléments de réponse autour de la question. Moi, je pense qu'il n'y a pas un problème. Ces listes-là ne sont pas définitives, c'est provisoire. Alors, c'est possible que ils sont libres si les partis organisés doivent... Pourquoi on a fait toutes ces perquisitions? Il y a même des menaces de perquisitions chez des personnalités dont... Mais lorsque les services de sécurité, c'est les services de sécurité qui s'occupent de la sécurité. Lorsque les services vous disent, chef, il y a un danger, il y a ça... Mais pour garantir l'intégrité, mais écoutez, on ne peut pas aménager. Ce n'est pas parce qu'on est... Parce que dans ces pays, les gens ont l'esprit ou tendance de penser quand on est opposant, on est exempté aux poursuites judiciaires. Lorsque vous êtes opposant, vous êtes congolais, vous commettez des délits, la justice ou les services de sécurité vont s'en prendre à vous. Ce n'est pas seulement la République démocratique du Congo, Trump aux États-Unis, vous ne voyez pas. Mais qui sont ces opposants qu'on est en train de menacer? Ils ont quel ancrage dans l'opinion? Mais soyons sérieux. Alors, Donatien Chollet a répondu en disant il n'y a aucune dérive au sein de l'Église. Je dois justement comprendre que ça a touché, ça a fait mal à l'Église catholique. D'entendre que ces mots sortent de Tshisekedi. Alors, il dit que c'est un regret que ces propos viennent de Tshisekedi. Parce qu'il sait comment l'Église a toujours fonctionné. Non, écoutez, l'abbé Chollet est le responsable de la communication de cette structure du SENCO. C'est normal comme un seul Congolais les regretter, comme l'ami de LG les regrette. L'abbé Chollet, c'est un Congolais. Un seul Congolais qui regrette ça, quelle impactation lorsqu'il regrette? Et cette structure, c'est une société civile. Lorsque un petit groupe des individus vous dit non, nous regrettons, ça, quelle impactation dans le fonctionnement de la République? Faustin Tshimanga, d'après Tshisekedi, c'est le moment que la justice sévisse. Il y a notamment votre leader, Matata Ponyo, qui a des affaires judiciaires importantes. Oui, devant la Cour constitutionnelle. Alors, depuis que cette affaire est revenue, a ressurgi, on le voit tweeter à tout moment. Il y a des Congolais qui commentent en disant « Mais monsieur Matata Ponyo, si vous vous reprochez de rien, pourquoi n'allez-vous pas justement répondre à ces questions? Pourquoi vous ne laissez pas la justice faire son travail ?» Excusez-moi, pardon. Je voulais ici apporter... Vous aurez votre temps. D'accord. Autour des questions de Matata Ponyo, j'ai des éclaircissements techniques à émettre. Ce sont une exclusivité, c'est ça? Des scoops. Oui, j'aurais intervenu techniquement autour de la question. D'accord, oui. Allez-y. Mais vous savez, aujourd'hui, on est devenu autodidacte en droit. Parce que ceux qui font le droit ne le font pas bien. Mais en fait, vous l'aurez remarqué, et les personnes qui nous suivent vont tirer des conclusions. Pour signaler, je suis que peut-être un apprenti en droit, mais un professionnel dans la communication, parce que j'ai une licence en sciences de l'information et de la communication. Vous êtes politique. Donc, bien sûr, c'est pour faire des démarcations entre aujourd'hui ceux qui prétendent être des avocats et les communicants. Il y a une différence. Et les téléspectateurs peuvent le voir. Vous comprenez que l'affaire judiciaire, où aujourd'hui, moi, j'ai même honte de dire que c'est une affaire judiciaire, parce que nous savons que Matata Ponyo Mapon ne fait pas face à la justice, il fait face à l'instrumentalisation de la justice. Il y a eu le procureur qui était là, qu'on a vu vraiment comme ça, demander à ce qu'on lève ses immunités. Mais je le disais tout à l'heure que Matata Ponyo fait face à l'instrumentalisation de la justice. Aujourd'hui, les dios entre les procureurs et le président du Sénat a démontré qu'ils sont en train de trouver des méthodes fallacieuses et malicieuses pour pouvoir écarter Matata des élections. Mais ils n'auront pas la peau de Matata. Qu'est-ce qu'il fera pour qu'on n'ait pas sa peau? Mais écoutez, vous savez, aujourd'hui, on nous chante que le chef de l'État
va appliquer les droits, nous voudrons qu'il puisse appliquer les droits ou faire appliquer les droits par ses services, parce que visiblement, il donne même des ordres pour que certaines personnes ne puissent pas se retrouver dans un certain contexte politique. Vous comprenez? Et là où on parle, si c'est l'entourage, si c'est lui-même qui donne des ordres, il devrait aussi se rendre compte que il est redevable face à la République et face au peuple. Et le peuple, c'est celui qui est le garant de la nation, on peut dire. Justement, à travers la souveraineté lui, à travers vient du peuple. Bien oui. sûr, la souveraineté est au peuple. Et aujourd'hui, nous, on ne fait que parler au peuple. Nous, on ne parle pas à certains acteurs politiques de l'Union dite sacrée parce qu'eux ont échoué. Ils ont montré leurs limites en termes de leadership et de gouvernance. Nous, aujourd'hui, au LGD, on parle au peuple. C'est comme ça que Matata Ponyo est avec les peuples. Il parle au peuple. Alors de quel peuple? Lors de votre dernier meeting à Sainte-Thérèse, la population qui était là, c'est plus ou moins assez relatif en tout cas. Mais vous savez, Matata Ponyo n'était pas présent à Sainte-Thérèse. Ah, et Matata Ponyo... C'est à cause de cette absence qu'il n'y a pas eu assez de monde. Oui. Mais vous savez, moi, je ne vais pas avoir la prétention de dire que s'il y a un Congolais qui parle, c'est insignifiant. Je prends les Congolais au sérieux. Ça veut dire que s'il y a un Congolais qui arrive à manifester, un seul Congolais qui arrive à manifester, on doit pouvoir écouter sa voix. Et si on ignore, on veut remplir les stades avec les moyens de l'État pour faire croire qu'il y a un soutien, c'est dangereux. On doit être en mesure d'écouter un seul Congolais qui parle. Et ça veut dire que s'il y a un seul Congolais qui tombe, il faut que sa voix puisse porter et être écouté. C'est comme ça que Matata Ponyo, qui est avec les peuples, il parle à un Congolais, il parle à 2 Congolais, il parle à 5 Congolais, de la même manière qu'il va parler à plusieurs Congolais. Ça veut dire qu'il prend tous les Congolais au sérieux. Et aujourd'hui, si on nous dit qu'un représentant d'une institution, s'il parle, il est seul, ce n'est pas significatif. C'est dangereux, ces discours-là. Ça veut dire qu'on ne prend pas le Congo au sérieux, on ne prend pas le Congolais au sérieux. Matata Ponyo est avec le peuple. Et comme Matata Ponyo est avec le peuple, vous allez voir, Matata Ponyo va gagner les élections en 2023, puisqu'il sera candidat et l'instrumentalisation de la justice n'aura pas raison de lui. Mais il va se présenter quand même à la justice. Mais écoutez, Matata Ponyo n'a jamais fui la justice. Il était en Guinée-Conakry. Il est revenu pour aller face à la justice. Mais la justice a lavé Matata Ponyo. Quand on vous dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont susceptibles de faire aucun recours et autres, et les juristes qui prétendent connaître et savoir... Sauf si on a des nouveaux éléments, comme c'est le cas maintenant. Bien sûr. Le procureur général Mokolo a dit qu'il a des nouveaux éléments qui pourraient justement changer les choses. On est curieux, mais dans tous les cas, Matata Ponyo a déjà récusé les procureurs de la République, donc il n'a plus aucun droit de pouvoir traiter ces dossiers. Mais ça ne veut pas dire que personne d'autre ne peut traiter du dossier. Quelqu'un d'autre pourrait traiter du dossier. Il va-t-il le récuser à nouveau, l'autre personne? Nous avons utilisé les moyens prévus par la Constitution, qui a été plusieurs fois violée, et on espère qu'ils vont respecter. Il y a une plainte déposée contre le président du Sénat. Nous voudrons voir aussi, nous voudrions, j'allais dire, voir la justice faire le travail dans ces dossiers-là. Parce que nous voulons que ce dossier-là puisse être instruit. Et c'est là que ça sera la preuve, que la justice est effectivement en train de faire ce travail. Il ne faudrait pas faire le travail que quand il s'agit de Matata Ponyo. Il faut faire le travail dans tous les dossiers. Il y a les dossiers RAM qui restent en suspens. Pourquoi la justice... On parlait de détournement, ça s'ajoute sur la liste, oui. Oui. C'est ça la question. Justement. Alors, Chidérik Ndossa, il y a le dossier RAM, il y a toute une liste devant moi, ETENI, Vital Caméré et PST. En plus de cela, RAM, pour ces dossiers, on n'a pas vu un procureur ou un magistrat se donner tant de la peine pour pouvoir justement s'en saisir. Mais quand c'est Matata Ponyo, ça change tout le temps des visages. Je voudrais ici apporter une précision pour ce qui concerne le dossier Matata Ponyo. Parce qu'ici, j'ai ouï dire, parce que nous suivons la télé à tout moment, les gens parlent d'un acharnement dans les chefs du président du Sénat, mais on parle du bureau. Ici, ne parlons pas de la personne de Bahati, du bureau du Sénat. Deuxièmement, lorsqu'on dit réquiser les procureurs, on réquise les procureurs près de qui? C'est ça le grand problème. Vous êtes juriste, expliquez-nous un peu comment ça marche, comment ça fonctionne, les récusations. Une très mauvaise communication. Je pense que les juges que Matata Ponyo avait fait, ils n'avaient pas consulté les juristes. On ne peut pas réquiser. Ça, je vous amène à une information très technique. On réquise auprès de qui? Les procureurs près la Cour constitutionnelle, c'est lui le maître du fonctionnement. Il est irrécusable, c'est ça, on ne peut pas le récuser. C'est là où je dis qu'ils doivent bien lire, ils doivent bien consulter les juristes du parti. C'était une très mauvaise communication. La mission de la Cour constitutionnelle n'est pas seulement
d'interpréter les lois n'est pas seulement le juge pénal et le président de la République. La mission de la Cour constitutionnelle, c'est aussi de créer les droits. C'est ça aussi la mission de la Cour constitutionnelle. C'est aller aussi au-delà. Lorsque rien n'a été prévu par la loi, la Cour a aussi la mission de créer les droits. Ok. Oui, ça, j'informe à M. Matata et à ses communicateurs de se renseigner, de lire les jurisprudences, de lire les doctrinaires. Et c'est juriste? Oui, parce que la mission de la Cour n'est pas seulement être juge pénal du président de la République ou interpréter les lois, ou être juge du Premier ministre. Mais sa mission aussi de créer les droits. Lorsque le procureur estime qu'il a des nouveaux éléments autour du dossier Matata, même on ne peut pas l'exempter. Si M. Matata se reproche de rien, qu'il se pointe devant la Cour constitutionnelle. S'il estime qu'il a des moyens, qu'il a des avocats qui vont défendre, il sera acquitté. Moi, c'est là où je vous dis, parce que les gens disent qu'un ancien Premier ministre ne peut pas, un ancien... Non, la mission de la Cour constitutionnelle, c'est aussi de créer les droits. Ok, créer les droits pour écarter Matata Pogno. C'est ça Qui dit qu'on écarte Matata Pogno? On crée des droits que pour une seule personne, c'est ça? Non, mais qui dit qu'on écarte Matata? Depuis que la Cour est créée, on doit être sérieux. Mais les grands détourneurs, c'est qui? On pose les questions sur le dossier Boukangalonzo. On ne veut pas qu'on pose toutes ces questions. Donc on va gérer la République sans vous comptabiliser. Nous sommes dans quel pays comme ça? Mais il faut comptabiliser d'abord ceux qui ont détourné depuis 2019. Mais qui a détourné? Depuis 2019 à ce jour. Mais ils ont été acquittés. C'est dont vous citez les noms. Il y en a qui n'ont même pas été poursuivis. Moi, mais écoutez, c'est le maître de l'action publique lorsqu'il enquête sur un dossier. Mais cette enquête s'appelle la phase inquisitoriale. C'est lui de classer ou de déclasser. Est-ce que les enquêtes qui sont faites de façon privée devant les juridictions doivent être mises à la disposition de la population? Non. Non. Mais vous avez cité le dossier Kamere ici. Le dossier était en direct de la RTNC ici. Les avocats de la République étaient incapables de montrer que M. Kamere avait détourné. Quand les hauts magistrats ont compris que ce dossier est béant, Vital Kamere a été acquitté. C'est là où je demande à M. Matata de ne pas s'inquiéter, de se pointer devant la Cour constitutionnelle et de verser ses moyens. Si le magistrat estimé, les juges de cour estiment que le dossier est vide, il sera acquitté. Qui dit qu'on veut l'écarter? Est-ce qu'il a des preuves qu'on veut l'écarter? Est-ce qu'il a des preuves? Est-ce qu'il est d'abord populaire? Ces partis-là, LGDT-là, est installé derrière où? Ça se trouve où? C'est un grand parti politique. Je le vois souvent quand je monte vers UPN. Il y a un très bon siège que je vois que j'ai l'habitude de voir. Ça, c'est dans sa parcelle. Un parti politique, on ne le met pas dans CIP. Oui, ça dépend. LGDT, là, les partis de Matata, c'est installé où? Est-ce que c'est tout dans les Congo? C'est un bureau dans les Congo. Si Matata Pogno ne se reproche de rien, pourquoi ne pas se présenter au lieu de recuser? Pourquoi il s'agit comme une molécule autour de cette question, mais qui se pointe devant les magistrats? Mais c'est là où j'informe à M. Matata que la mission de la Cour n'est pas seulement de dire les droits ou de lire les lois, mais de créer aussi les droits. Vous l'avez dit, parce merci. Que cette question de Matata n'est pas réglée par la Conseil, M. Matata estime. Moi, je pense que les hauts magistrats vont créer les droits autour de la question de Matata. Vous avez la parole. Mais vous savez, l'agitation... On est déjà pratiquement à la fin. Oui, bien sûr, je veux respecter le temps qui m'a été accordé. Il n'y a aucune agitation là-dessus. Oui. Mais agitation, les téléspectateurs qui nous suivent peuvent constater d'où vient l'agitation. Donc, vous savez, dans ce pays, il ne faudrait pas que les juristes déclarés sur le plateau de télé puissent faire semblant de ne pas comprendre ce qui se passe. Les Congolais ont déjà compris que c'est juste de l'acharnement, tout simplement. Aucune trêve. Il n'y a pas besoin, et tout à l'heure je disais, vous allez comprendre là où il y a l'agitation, les téléspectateurs ont vu là où il y a l'agitation. Vous comprenez qu'il y a eu échec dans le quinquennat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Échec politique. Le bilan est positif. Échec total. Et les Congolais qui sont en train de payer 1500 francs dans un taxi pour venir jusqu'en ville ont constaté que... Mais il y a Transacadien aujourd'hui à la faveur des étudiants. Et les Congolais qui sont en train d'abîmer leurs roues dans les trous à Kinshasa, pendant qu'on nous a promis Kinshasa 0 trou, constatent que c'est l'échec. Les Congolais qui avaient pensé qu'il allait y avoir fin de la sécurité... qu'il allait avoir de la sécurité à l'Est, on constatait que le bilan est négatif. Merci. Dans ces conditions-là, le président de la République et son union dite sacrée n'arrivent plus à tenir le pays et ils vont chercher des faux fuyants
à l'Église catholique, ils vont chercher les faux fuyants pour museler les opposants. Aujourd'hui, les opposants sont emprisonnés. On a comme l'impression, comme Matata Pogno, c'est Tshisekedi qui ne fait que récuser, il a récusé l'UFCC, il a récusé autant de personnes. Aujourd'hui, c'est l'Église qu'on récuse. Merci. Je dis aucune preuve, allégation gratuite qui peut faire objet aussi d'une poursuite judiciaire. Mais je finis ici, dans le cadre de cette émission, pour lancer un appel à M. le Président, comme je l'avais commencé au début. Ah non, ce n'est pas l'objet de notre émission. Voilà. Vous voulez parler de quoi? Mais je dis c'est une allégation gratuite qui peut faire l'objet d'une poursuite judiciaire, qu'il y a instrumentalisation de la justice. Ça, c'est un délit de justice qui peut faire l'objet d'une poursuite judiciaire. Puisqu'il est de l'opposition, c'est normal, on va le poursuivre probablement. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup à vous deux. Il y a beaucoup de gens qui ont insulté Joseph Kabila, par exemple, qui n'ont jamais été poursuivis. Mais quand c'est l'opposition, on poursuit facilement. Merci à vous deux d'avoir été là. Merci à Faustin Chimanga, communicateur au sein du LGD. Chidéric Nossa, membre et cadre de l'UNC des Vital Kamerhe. C'était un débat, je dirais, républicain et très élégant. Merci à vous également de votre fidélité. Version croisée revient la semaine prochaine. Merci. Merci.